Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast Histoire en série où nous allons aujourd'hui parler de fantasy avec la série The Witcher et j'ai réinvité, puisque la première émission s'était très bien passée et qu'on a eu des retours très positifs dessus, Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour, merci de me réaccueillir du coup. C'est un grand plaisir, la première émission s'était très très bien passée et donc aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'une autre série récente, c'est The Witcher, sur laquelle vous avez travaillé aussi, puisque vous êtes une des spécialistes en France de la fantasy et donc je vous représente pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier podcast. Donc vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, donc au site INSP de Troyes. Vous étudiez les productions médiévalistes et fantasy, en particulier donc les adaptations audiovisuelles de la légende arthurienne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le roi qui fut et qui sera, représentation du pouvoir arthurien sur le petit et grand écran. Donc ça, c'est paru chez Classique Garnier l'an dernier en 2019. Et vous avez signé deux ouvrages importants avec Florian Besson, un qui est sorti sur Kaamelott, qui s'intitule Kaamelott, un livre d'histoire chez Vendémiaire en 2018, et puis vous avez rédigé un livre, et c'est pour ça qu'on vous avait invité tous les deux avec Florian, sur Game of Thrones, qui s'appelle Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones. Donc chez les PUF, il doit sortir dans les semaines qui viennent, retardé par la crise sanitaire actuelle. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est au téléphone ensemble et non pas comme la première fois en présentiel. Et donc, on va évoquer une autre série aujourd'hui qui a été présentée à l'époque où elle est sortie en fin 2019 comme le nouveau Game of Thrones, c'est The Witcher. Alors, présentez-nous cette série pour ceux qui ne connaîtraient pas ce héros, qui est à l'origine de cette série fantasy. Oui, alors The Witcher, c'est une série donc de fantasy, on l'a dit, qui est diffusée depuis décembre 2019 sur les plateformes Netflix. Et c'est une série qui est adaptée de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, qui est donc un auteur de fantasy polonais, qui a publié toute une saga en fait de romans et de nouvelles qui s'appelle, alors en anglais The Witcher, je ne vais pas le prononcer en polonais pour le bien de tous, mais donc qui a été traduit en français sous le titre Le Sorceleur. Ça a été un gros succès en fait dans le monde entier, cette saga de fantasy. L'œuvre a été ensuite adaptée. Alors il y a eu plusieurs vagues d'adaptation. On a eu une série et un film polonais par exemple qui ont été conçus au début des années 2000, et tout ce concept de Witcher, du sorceleur, a surtout été popularisé en fait par les adaptations en jeux vidéo, puisqu'on a un groupe qui a adapté la saga en 3 jeux vidéo, donc The Witcher 2 et The Witcher 3. Witcher 3 d'ailleurs étant c'est un excellent jeu comme tous, mais le troisième met la barre quand même très haut, que ce soit au niveau de l'intrigue ou au niveau des graphismes, au niveau du jeu. Donc ça a connu quand même un succès assez important, ce qui a relancé un petit peu la vague de publication des œuvres de Sapkowski. Au début des années 2010, Netflix et en fait d'autres studios se sont dit ça serait bien qu'on s'intéresse un petit peu de plus près à ces romans et à ces jeux qui se vendent plutôt pas mal, et ont décidé de l'adapter donc en série. La série a été créée par Lauren Schmidt-Isrich. On n'a pour l'instant qu'une seule saison qui a été donc diffusée à partir de décembre 2019, sachant qu'une deuxième est prévue. Elle risque d'être retardée aussi, comme à peu près comme toutes les productions actuelles, étant donné les circonstances sanitaires actuelles. Mais une deuxième saison est donc en préparation, et étant donné l'ampleur de la saga littéraire, on sait déjà que
on a de la matière. C'est-à-dire que voilà, la série, si elle est bien faite, s'il y a du succès, elle peut potentiellement se développer sur, je pense, 7, 8, 9 saisons assez facilement. Alors ça, c'est pour sa conception assez générale. Maintenant, au niveau de l'intrigue, peut-être un peu plus exactement de quoi ça parle, cette histoire. On a, en tout cas, je vais me concentrer sur justement cette première saison qui a été développée. Cette saison est constituée de 8 épisodes qui retracent les 3 parcours en fait entremêlés donc de 3 personnages. D'une part, on a celui qui donne son nom à la série, le fameux Witcher, c'est-à-dire le sorceleur, qui s'appelle Geralt de Rive. Geralt of Rivia, pour ceux qui regardent la série en version originale en anglais, qui est un mutant chasseur de monstres, globalement. Hein. C'est-à-dire que les gens l'engagent pour se débarrasser des Kikimora, des vampires et autres créatures qui viennent perturber leur récolte et emporter les enfants, globalement. Donc voilà, on a ce personnage de guerrier, hein, globalement. On a aussi le parcours d'un autre personnage phare qui est Ciri, de son nom complet Cyrilla, qui est une jeune princesse héritière du royaume de Sintra et qui, suite aux circonstances et à la guerre notamment qui touche son pays, est contrainte de fuir et va devoir essayer de retrouver Geralt pour pouvoir s'en sortir, globalement. Et on a enfin le parcours de Yennefer, qui est une sorcière et on va dire une grande séductrice, hein, qui a un lourd passé aussi. Et ces 3 personnages en fait vont avoir des parcours et des destinées entremêlés sur plusieurs années, et c'est ce que la série propose de découvrir. Alors, The Witcher, ça se situe dans un contexte médiévalisant, c'est-à-dire que on est dans une ambiance qui ressemble au Moyen-Âge. Globalement, on se bat à l'épée, on n'a pas d'électricité, des choses comme ça. Mais ça inclut également quelques éléments contemporains ou alors des éléments tirés d'autres périodes, que ce soit dans la langue, hein, dans les langues employées, dans le vocabulaire, que ce soit dans les décors, dans les costumes, etc. Donc c'est une version réinventée du Moyen-Âge, d'autant plus qu'on se situe dans la fantaisie. Donc on a des dragons, hein, j'ai parlé des vampires, etc. Donc on n'est pas sur une recréation du Moyen-Âge, même du Moyen-Âge polonais, hein, mais on est sur une réinvention de fantaisie. Plus exactement, on est dans ce qu'on appellerait de la dark fantasy, c'est-à-dire que c'est un sous-genre où on a de la magie, mais où ce qui compte, c'est que c'est surtout on est dans un univers sombre, un univers généralement violent, avec des personnages qui généralement sont assez complexes et qui ne sont pas en fait, qui sont pas entièrement des héros ou des opposants. On n'est pas dans une opposition manichéenne, hein, du bien contre le mal. On est avec des personnages qui naviguent dans un monde en fait plein de nuances et qui vont avoir des parcours qui les amènent à être tantôt bons, tantôt méchants, globalement. Alors c'est vrai que la série a été annoncée comme un nouveau Game of Thrones. Il faut dire que le fait de commencer à diffuser la série en fin 2019 est pas du tout anodin. Hein. Game of Thrones se termine en 2019. Ça a été toute une décennie vraiment marquée par cette œuvre, par cette série de HBO. Il y a eu l'envie de pas mal de studios de proposer des programmes pour remplacer un petit peu le succès de Game of Thrones. Alors, avec The Witcher, on est sur une série qui vient juste de commencer, donc je ne peux pas prédire que ce sera la série de la décennie 2020. Je suis pas sûre, honnêtement, que ça tiendra autant, que ça aura autant de succès que Game of Thrones, ça tiendra autant la distance pour, en fait, un grand nombre de raisons. Mais voilà, il y avait une envie marketing, hein, de la part de Netflix de proposer quelque chose en remplacement, de garder en fait le public qui avait été amassé par Game of Thrones, qui était pas seulement un public de fans de fantasy, c'était vraiment une avancée en fait de Game of Thrones, c'était de pouvoir réunir à la fois des fans de fantasy, des lecteurs, des joueurs de fantasy, et aussi le grand public qui n'avait pas forcément l'habitude de regarder des choses avec voilà, des guerriers en armure, des dragons, etc. The Witcher essaye de tabler un petit peu sur sur la même vague en fait. Hein. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait la même ambiance, c'est pas le même budget
aussi. Les œuvres d'origine, que ce soit la saga du sorceleur de Sapkowski d'un côté ou le Trône de fer, Song of Ice and Fire de George Martin de l'autre, ce sont des œuvres très différentes, même si on est à chaque fois dans un contexte médiévalisant, un contexte de fantasy, etc. C'est pas la même chose, donc voilà, il reste à voir si la série trouve son public, sachant que pour l'instant, ça reste un petit peu mitigé dans les retours qu'on a pu avoir. Alors Netflix a annoncé que The Witcher avait été un des programmes les plus regardés sur Netflix en fait en 2019, sachant que la série a été disponible à partir du 20 décembre. C'est assez surprenant, mais voilà, ça pose un petit peu des questions sur la façon dont sont faits les algorithmes. Mais il faut savoir que le début de la série a été beaucoup regardé et que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à accrocher, ce que je peux tout à fait comprendre, puisqu'on a 8 épisodes, mais on a un début d'intrigue très lent, en fait, avec des éléments de départ justement qui ont pu décourager un petit peu certains spectateurs. Globalement, voilà, je vous dis, si vous n'avez pas encore regardé Witcher et que vous voulez vous y mettre, essayez de tenir jusqu'à la fin du 4e épisode et vous allez voir après, ça décolle bien. Voilà, il faut tenir la moitié de la première saison, tout simplement parce que c'est une histoire justement complexe, avec beaucoup de personnages, avec un contexte historique et politique aussi très lourd, ce qui fait qu'il faut poser toutes ces bases pour pouvoir ensuite construire l'intrigue et suivre le développement des personnages. Un des problèmes de ce point de départ en fait très complexe, c'est que Netflix a choisi dans sa série de suivre une astuce narrative ou une structure qui a été proposée par Sapkowski dans ses romans et dans ses nouvelles. En fait, dans ses romans et dans ses nouvelles, on a très facilement des intrigues parallèles, mais qui ne se passent pas du tout au même moment, avec des personnages, des intrigues qui vont se lier à travers un thème ou des éléments comme ça, mais pas forcément avec des questions de temporalité. Donc on va avoir 2 récits parallèles, mais qui peuvent se passer à des jours, des mois, des semaines, des années d'écart. Ce qui fait que dans le roman, on arrive assez facilement à se rattraper à ça. Dans la série, c'est un petit peu compliqué et il nous faut généralement pas mal d'épisodes pour comprendre que, en fait, l'histoire de Geralt, l'histoire de Ciri et l'histoire de Yennefer, ces 3 personnages, se déroulent pas du tout au même moment et qu'on a même des années d'écart entre les 2. Enfin, les 3 d'ailleurs. Donc, voilà, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous, regardez la série, ça vaut le coup, pas forcément uniquement pour cette première saison, mais parce que l'histoire qui est à venir, adaptée justement des romans de Sapkowski, est très riche et a beaucoup de potentiel. Alors, c'est déjà une grosse présentation de la série que je viens de tracer, mais pour rajouter juste quelques petits détails, on a beaucoup de personnages, mais on repère très facilement en fait dès le début les personnages qui vont être clés dans l'intrigue. En revanche, ce qui est un petit peu plus long à mettre en place, parce que justement on a une intrigue qui se développe sur plusieurs années, c'est tout le contexte politique et historique. Toute l'intrigue se situe dans un monde imaginaire, un monde de fantasy qui s'appelle le continent, et qui est divisé en un certain nombre de royaumes. Alors on a dans les îles de Skellige, c'est globalement comme des Vikings, etc. Chaque royaume a un petit peu sa propre particularité, sa propre histoire, et globalement, toute l'intrigue va reposer sur une guerre qui est en train de se développer et qui va ensuite durer pendant des années entre le royaume ou l'empire de Nilfgaard, qui est donc un des territoires, et qui va petit à petit chercher à envahir tous les autres. Le tout sur fond d'influences religieuses de plus en plus marquées et qui va orienter justement toute cette politique et toute cette guerre qui ravage le pays. Donc voilà, on a un contexte qui mêle à la fois le parcours individuel des personnages qui ont leurs propres soucis et
le contexte plus large, politique, historique, auquel les personnages se retrouvent mêlés de façon plus ou moins directe, parce que le personnage de Ciri a beau être une très jeune fille, elle est la princesse héritière du royaume de Cintra, donc globalement, le principe de Ciri, c'est que tout le monde veut l'épouser pour pouvoir avoir accès au royaume de Cintra, et ceux qui veulent pas l'épouser globalement veulent la tuer, hein, donc c'est pas forcément une situation facile à vivre quand on est une jeune adolescente. On a le personnage de Yennefer qui, par son statut de sorcière ou de mage, sa fonction première en fait est d'être conseillère de roi. C'est tout le principe. En fait, elle est formée dans une école de magie qui ressemble un peu à un Poudlard beaucoup plus dark, hein, voilà, beaucoup plus violent. Et une fois qu'elle sort de cette école, elle est envoyée en fonction auprès d'un souverain pour le conseiller, pour le guider. Donc, même si son parcours l'amène ensuite à faire d'autres choses, elle est aussi indirectement liée à toute cette évolution politique du royaume. Et enfin, on a le personnage de Geralt qui, lui, cherche globalement à éviter toutes les histoires des êtres humains, des elfes, etc. Il cherche à ne pas se mêler de ces histoires qui ne lui amènent généralement que des problèmes. Mais pourtant, il va se retrouver mêlé aussi à toutes ces histoires et à devoir intervenir, même quand il ne le veut pas, dans l'évolution politique de tous ces royaumes. Donc voilà, on a des personnages très riches, mais qui ont pas mal d'années pour se développer, et un contexte de fantasy assez complexe, et c'est pour ça qu'il est mis en place en fait très lentement tout au long des épisodes. Alors oui, effectivement, hein, vous avez fait une solide introduction et il fallait parce que ça fait partie des choses quand on regarde The Witcher où on a du mal au début à se situer parce qu'effectivement ce fameux continent, on n'a pas la géographie en tête et puis on n'a pas les personnages et puis on se rend pas compte au début effectivement que d'après la trame narrative utilisée par l'auteur des romans, on n'a pas, ça se passe pas à la même époque et ça on le comprend à partir de la fin de l'épisode 4 au début de l'épisode 5 et à partir de là tout se met en place et effectivement toute l'histoire se met en place et c'est facile. D'autant plus que ce que vous avez peut-être évoqué, mais l'idée qu'il y a c'est que la première saison ça n'est qu'une sorte de prélude qui est présenté ici à tous les romans qui vont enchaîner ensuite. C'est en fait une sorte de série de nouvelles qui est mise en place par l'auteur et donc qui a pour but un petit peu de mettre en place la trame narrative et donc la vraie histoire, j'allais dire, devrait commencer avec la saison 2. C'est ça, la vraie histoire entre guillemets commence commence quand les parcours de Ciri et de Geralt se mêlent de façon beaucoup plus nette parce que en fait toute cette première saison sert à poser tous les éléments de l'intrigue qui vont nous permettre de comprendre l'évolution des personnages, l'évolution de justement cette intrigue politique, le rôle de la guerre sur justement toute l'organisation du continent et sur l'évolution personnelle de ces personnages. Donc voilà, c'est aussi pour ça que cette première saison peut paraître un petit peu rébarbative par moments parce que il faut c'est le début du Père Goriot, hein, il faut passer à travers la description de la pension Wauquiez pour bien comprendre un petit peu où on va avec tout ça et dans quel contexte on se situe. Donc il y a de quoi faire, mais ça va venir petit à petit. Et en fait, dès les premiers épisodes, mais ça c'est quelque chose qui généralement se repère au bout du peut-être deuxième voire troisième visionnage de la série. En fait, on a des indices dans chaque épisode qui nous annoncent que l'histoire de Yennefer et l'histoire de Geralt et l'histoire de Ciri ne se passent pas au même moment. Et non seulement elles se passent pas au même moment, mais pas sur la même durée. C'est-à-dire que le personnage de Yennefer, on va la suivre globalement sur, je crois que ça représente une trentaine d'années. Entre l'épisode 1 et l'épisode 8, alors que le parcours de Ciri, ça représente une quinzaine de jours. Voilà. Donc, sauf que tout ça nous est mis en parallèle et on essaye de s'en sortir avec tout ça. Mais on a des petits indices, voilà, dans la narration, dans les décors, pas dans le physique des personnages, puisque on a des personnages comme Yennefer, qui est donc une sorcière qui ne vieillit pas. On a le personnage de Geralt qui est un mutant, donc il vieillit mais beaucoup plus lentement. Donc c'est-à-dire que même si on les voit sur 30 ans, on n'a pas de signes physiques de leur évolution, ce qui nous empêche de suivre justement leur parcours. En revanche, si vous prenez, alors je crois que c'est le deuxième épisode, je ne veux pas dire de bêtises,
où on va avoir en parallèle en fait un combat de Geralt contre une créature absolument horrible qui s'appelle une strige, une striga en anglais, et on nous explique que cette striga ou cette strige est globalement, hein, je résume sans vouloir trop dévoiler l'intrigue, mais c'est une descendante d'une famille royale. Voilà, c'est un monstre qui est né d'une famille royale. Et en parallèle de ce combat terrible de Geralt contre la Strige, on a le parcours de Yennefer qui finit sa formation de mage et qui entre dans le monde pour pouvoir entrer au service d'un souverain. Et en fait, quand elle entre dans le monde avec toute une espèce de cérémonie qui a lieu au moment d'un bal, dans la salle de bal, on voit deux enfants tout mignons, hein, deux petits blondinés, qui sont en fait les futurs. Alors on va aller très globalement, mais le futur roi d'un royaume. Et c'est de cette famille royale que descendra la Strige globalement 30 ans, 40 ans après. Voilà, donc c'est juste un détail qu'on voit en passant, où on nous parle de ce petit garçon blondiné qui est en train de faire une bêtise et on lui dit Foltest, arrête tes bêtises. Et quand on voit le parcours de Geralt, on se rend compte que lui parle au roi Foltest, un roi bien établi, hein, qui est une quarantaine d'années à peu près. Et c'est ce même personnage, mais ce n'est pas détaillé. La narration ne s'arrête pas dessus, on a juste un élément comme ça qui oblige à être très attentif en fait aux détails, très attentif au décor, à tous ces personnages secondaires. Et ce qui est d'autant plus difficile que ce sont des personnages secondaires très nombreux généralement. Et en plus, il faut être honnête, avec des noms assez compliqués. Souvent en fantasy, hein, on aime bien les noms un petit peu étonnants, avec des consonances particulières. Là, il faut être honnête, quand on n'a pas l'habitude, des noms comme Yennefer de Wengerberg, Vilgefortz ou Istred, des noms comme ça, sont pas forcément des noms auxquels on a l'habitude. Donc l'oreille, il faut le temps aussi que l'oreille s'habitue à toutes ces spécificités pour pouvoir repérer tous les détails de la narration qui nous permettent de voir que l'histoire de Yennefer se situe bien longtemps avant. On a ensuite l'histoire de Geralt et enfin, on va dire à peu près au présent de la narration, on a l'histoire de Ciri qui, elle, se déroule seulement sur quelques jours. Oui, alors ce qui est aussi intéressant à noter ici, c'est la volonté de Netflix de faire de The Witcher une très grande série de par le casting, alors notamment avec celui qui fait ce qu'on traduira en français, vous l'avez dit, le sorceleur, hein, Henry Cavill, qui est connu notamment au niveau des séries pour avoir été Charles Brandon dans la série Les Tudors. Mais aussi au niveau cinématographique, c'est lui qui a fait les 3 Superman par exemple. Donc c'est un acteur qui est quand même relativement connu. C'est ensuite, j'allais dire, un beau gosse. Donc aussi, on a essayé de regarder un petit peu là, d'appâter, on va dire, un public peut-être un peu plus féminin que dans les séries comme Game of Thrones, qui étaient plutôt tournées vers les hommes, on va dire, entre 20 et 40, 50 ans. Là, on a essayé en mettant Henry Cavill à la tête dans le personnage principal. Je pense qu'il y a cette volonté-là. Et puis, il y a effectivement aussi l'idée de Yennefer, hein, qui est un personnage repoussant dans les premiers épisodes, et puis après, une fois qu'elle se fait opérer, entre guillemets, elle devient cette très belle femme, et on va en parler tout de suite, cette sorcière, alors peut-être cette mage, je sais pas comment on peut dire, parce que ça se rapproche peut-être un peu plus de ce rôle-là de conseiller, mais en tout cas, qui est, on va dire, très sexualisé, ce qui est assez rare, on va dire, dans le cadre du personnage d'une sorcière. Hein, donc on est dans des personnages qui sont peut-être beaucoup plus complexes qu'au premier abord. Voilà, alors en fait, effectivement, dans la série, on nous dit que Yennefer est le terme qui est employé, c'est mage, hein, donc mage littéralement, ce qui permet de pas faire de différence entre les mages hommes et les mages femmes, sachant que on a quand même dans l'histoire globalement une école de mages hommes où on va avoir Stregobor qui gère et un élève comme Istred, et une école pour mages femmes dirigée par Tissaia, et dans laquelle on va voir tout le parcours notamment de Yennefer. Mais on a une séparation comme ça, mais
les personnages de mages vont être amenés à avoir un rôle de conseiller, on a dit, auprès des souverains. J'emploie assez facilement en fait le terme de sorcière pour Yennefer parce que quand on s'arrête un petit peu sur son parcours, on voit que c'est un personnage qui en apparence reprend beaucoup des codes, voilà, des schémas très typiques de la sorcière de fantasy, c'est-à-dire que à partir du moment où elle n'est plus mage au service d'un souverain, puisque globalement elle prend son indépendance, plus ou moins contrainte et forcée aussi, elle va exercer son pouvoir de façon autonome, ce qui ne plaît pas toujours aux autorités locales. On a tout un épisode où elle essaye de contrôler en fait le maire et les notables d'une petite ville, ce qui fait que le conseil de la ville veut la mettre dehors finalement. Donc on a ce personnage assez typique de femme puissant qui gêne le pouvoir en place, le pouvoir politique en place, notamment le pouvoir masculin d'ailleurs. Mais il faut dire aussi que ce personnage féminin de sorcière typique utilise surtout la sexualité pour s'en sortir. C'est-à-dire que une des caractéristiques du personnage de Yennefer, c'est que étant donné d'où elle vient, étant donné l'enfance difficile qu'elle a vécue, elle a une énorme souffrance qui est qu'elle craint toujours de ne pas être aimée, de ne pas, voilà, que les gens ne l'apprécient pas, que les gens ne la désirent pas, etc. Donc à partir du moment où elle a accès à un pouvoir magique, elle va exploiter cette puissance pour être aimée, pour être désirée, même si ce n'est pas réel, parce que tout ça c'est de la magie. Elle en a bien conscience que cette magie n'est pas réelle, mais c'est mieux que rien. Donc on va avoir un personnage qui va vendre des remèdes contre l'impuissance, qui pour se divertir va organiser des orgies, enfin voilà. Donc on est sur une sorcière archi sexualisée, finalement presque cliché dans la fantaisie, puisque les femmes de pouvoir sont généralement hyper sexualisées voilà, dans ce type d'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette façade de personnages clichés de sorcières, le personnage, comme justement le personnage se développe sur un certain nombre d'années, on a le personnage qui va développer d'autres ambitions, d'autres facettes de sa personnalité. Et un aspect qui est intéressant, c'est que comme Yennefer se rend compte qu'elle n'arrive pas à être aimée comme elle le souhaiterait par la magie, elle va chercher une autre forme d'amour, elle va chercher à être aimée autrement. Et elle va se lancer dans toute une quête de maternité, parce que il y a tout un nombre de règles en fait dans cet univers qui fait que notamment les mages ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors dans les romans, on nous explique que quand ils sont élèves, quand ils se forment à la magie, ils absorbent une série de potions et d'herbes qui font que par la suite, ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. La série nous propose un traitement beaucoup plus graphique de cet épisode, puisque au moment où Yennefer va être transformée, puisqu'elle peut changer entièrement son apparence pour devenir mage, on a une scène absolument horrible où on lui explique qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, mais tout simplement parce qu'on lui enlève, d'un point de vue chirurgical, on lui enlève ses organes reproducteurs, voilà, dans une scène pleine de flammes et de sueur et de cris, une scène absolument atroce, qui montre justement ce que le personnage de Yennefer sacrifie pour accéder au pouvoir magique. Mais donc, petit à petit, elle se met à regretter ce choix et ce sacrifice, ce qui fait que au-delà de la sorcière hyper sexualisée, au-delà de la conseillère du roi, elle devient un personnage de femme en quête d'enfants, ce qui fait rire tout le monde. Et c'est une situation quand même qui est malgré tout bien faite dans la série, au sens où tout le monde lui dit mais c'est normal que les mages n'aient pas d'enfants. On lui liste toute une série de raisons, montrant que donc son désir d'enfanter, ou en tout cas d'adopter un enfant, son désir n'est pas du tout normal, et que voilà, elle devrait se contenter de ce qu'elle a, etc. Donc on a pas mal de problématiques en fait qui entrent en jeu ici, à travers un personnage qui veut obtenir plus
que ce qu'elle n'a, qui ne veut pas être définie par son seul statut d'objet sexuel ou d'objet de pouvoir, et qui veut pouvoir contrôler aussi pas mal de choses et aller à l'encontre de tout ce qu'on lui refuse. Donc ça fait pas mal de facettes en fait qui s'ajoutent à ce personnage. Ça se construit petit à petit au fil des épisodes. C'est également construit bien entendu dans les romans. Et ce thème de la quête d'enfant, ce thème de la parentalité va revenir en fait très fréquemment dans toute la saga en fait du Sorceleur. C'est, on va dire, amorcé dans la série. On a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, mais c'est un thème qui revient en fait de façon récurrente tout au long des romans, tout au long des nouvelles. C'est un petit peu délaissé dans l'adaptation en jeux vidéo pour plein de raisons, notamment parce que les jeux vidéo préfèrent justement, par leur nature même, vont préférer l'action ou des scènes un peu plus intrigantes, un peu plus alléchantes aussi, parce que dans les jeux vidéo, on a très fréquemment les personnages de Yennefer et de Triss qui se déshabillent, tout comme le héros d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il fallait prendre un acteur beau en fait, tout simplement. J'allais dire charismatique, mais c'est au-delà de ça, parce que la série passe aussi après tous les jeux vidéo où on a un grand nombre de scènes où les personnages sont dans un bain, sont dans une baignoire, donc sont nus, et le personnage de Geralt a une musculature quand même assez développée. Donc voilà, il fallait aussi pouvoir garder ce public d'amateurs de jeux vidéo. Donc rassurez-vous, on a des scènes de Geralt dans son bain à plusieurs moments d'ailleurs dans la série, mais la série Witcher ne s'éloigne pas trop de Game of Thrones non plus, parce qu'il faut bien garder le public masculin. Donc Yennefer aussi est régulièrement dévêtue. Voilà, tout le monde est content. On a quand même moins de nudité en fait que dans les premières saisons de Game of Thrones, parce que voilà, on n'est pas à la même époque non plus. Il y a d'autres messages qui sont passés maintenant petit à petit. Mais voilà, ça fait partie de ces éléments. Régulièrement, on a des petites scènes de nudité qui sont généralement moins gratuites dans cette première saison de Witcher que dans les premières saisons de Game of Thrones. Je suis pas sûre qu'elles apportent toujours grand-chose à la psychologie des personnages, mais voilà, ça fait aussi partie de ces codes de la représentation, en tout cas pour l'instant. Oui, alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le personnage de Gérald, qui est donc un sorceleur. Alors expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi c'est aussi un mutant, et puis en quoi finalement il est peut-être plus profond que ce qu'il n'est, parce que c'est un tueur de monstres. Alors finalement on le voit, vous avez parlé de la Strige, mais on le voit pas tant que ça tuer des monstres. On le voit peut-être 2 ou 3 fois sur la première saison, avec un face-à-face avec un monstre. On le voit souvent après, alors recouvert d'un sang plus ou moins bizarre, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce personnage là, en quoi c'est un mutant, en quoi il a des pouvoirs exceptionnels, et en quoi justement ça sert fortement dans l'intrigue ses pouvoirs. Alors, le principe des sorceleurs, en fait, c'est pas le seul. Il y a toutes des académies, en fait, aussi des genres d'écoles de sorceleurs. Geralt vient d'une école ce que je vais appeler une école, qui s'appelle Kaer Morhen, qui a pour emblème le loup, d'où le médaillon qu'il a autour du cou en forme de tête de loup. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le loup blanc, à cause de ses cheveux aussi. En fait, c'est pour devenir sorceleur, en fait, on prend des jeunes garçons. A priori, ce sont des garçons, généralement des enfants abandonnés par leurs parents, des orphelins, etc., à qui on va faire subir toute une série de transformations qui passent notamment par des potions, par des poisons, aussi par tout un tas d'herbes qui sont faites dès l'enfance de ces enfants-là pour leur donner de plus grandes capacités physiques, sensorielles, etc. C'est-à-dire que les sorceleurs sont des mutants parce qu'ils ont eu toute cette série d'altérations physiques qui leur permet d'avoir un métabolisme très lent. C'est pour ça qu'ils vieillissent beaucoup plus lentement que les êtres humains normaux.
Ils ont des capacités sensorielles ultra développées, c'est-à-dire qu'ils voient mieux dans la nuit, ils entendent beaucoup mieux, ils sentent aussi beaucoup mieux. Dans cet épisode de la Strige, Geralt suit toute une piste grâce à une odeur qu'il a sentie, une odeur qui d'ailleurs date de plusieurs années parfois, donc voilà, des capacités ultra développées. Et en plus, ils ont aussi toute une série de potions et de d'autres remèdes qu'ils peuvent utiliser pour ponctuellement augmenter encore plus leur capacité. C'est ces moments où on voit Geralt sortir de sa poche des petites fioles et les boire pour pouvoir avoir plus de puissance à un moment donné. C'est boire un Red Bull, l'équivalent pour nous, histoire d'être un petit peu boosté pendant quelques minutes ou quelques heures, et ensuite ça redescend. Au-delà de ces capacités physiques et sensorielles, les sorceleurs ont aussi un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent alors ça c'est surtout développé dans les jeux vidéo, qui leur permettent de contrôler les esprits des personnes en face. Alors ça marche pas toujours. Geralt essaye d'utiliser ce pouvoir dans le premier épisode face au personnage de Renfri. Cette jeune princesse devenue guerrière, il essaye justement d'utiliser son pouvoir et elle lui dit la magie ne marche pas sur moi, parce que elle aussi en fait a subi une certaine mutation. Donc voilà, il y en a des pouvoirs de contrôle comme ça, des pouvoirs de télékinésie, des pouvoirs alors qui sont pas trop mis en avant dans la série, mais des pouvoirs incendiaires globalement. Il peut allumer un incendie, alors on va allumer une torche d'un simple geste du bras. Donc voilà, on a un personnage avec des capacités hors du commun, finalement peu exploité dans la série, peu exploité aussi dans les romans. C'est surtout un atout en fait dans les jeux vidéo, donc c'était important de les garder aussi pour cet élément-là. Mais donc voilà, on sait que c'est un personnage qui a grandi à Kaer Morhen, où il a été formé pour devenir un sorceleur, c'est-à-dire alors, le sorceleur, j'aime bien le comparer, c'est un mélange entre le tueur à gages et le dératiseur, globalement, puisqu'il est donc engagé pour éliminer les monstres qui dérangent. Mais, on l'a dit, dans la série, on le voit finalement peu tuer de monstres. Dans le tout premier épisode, on le voit affronter une espèce d'araignée géante dans un marais, avec des effets spéciaux un petit peu particuliers d'ailleurs. Donc on a cette scène-là, mais sinon très régulièrement, Geralt va expliquer qu'il ne tue pas ce monstre-là pour toute une série de raisons. Quand la reine Calante lui demande de tuer l'espèce de chevalier hérisson qui vient d'arriver dans sa cour, dans le 4e épisode, il lui explique que non, c'est un chevalier qui a subi une malédiction et qu'il est hors de question qu'il le tue. Même principe, voilà, il a toute une série de règles, un genre de code d'honneur, si vous voulez, qui fait qu'il choisit fréquemment, y compris dans les romans, soit de ne pas combattre, soit de ne pas tuer son adversaire, parce que tout dépend de la définition qu'on donne au monstre. Être un monstre, ce n'est pas, pour Geralt et en fait pour beaucoup de personnages, être un monstre, ce n'est pas simplement ne pas être humain, ne pas être un elfe. Ce n'est pas juste avoir, je sais pas, des tentacules, des ailes, des crocs, des choses comme ça. C'est plus complexe que ça. Dans les romans, on a une longue amitié, par exemple, entre Geralt et un vampire, qui pourrait être considéré comme un monstre. D'ailleurs, il arrive à Geralt de tuer des vampires, mais celui-ci a un comportement particulier. J'ai presque envie de dire que c'est un gentil vampire, ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme une menace. À partir du moment où c'est pas une menace, Geralt va décider de ne pas tuer ces monstres. À l'inverse, il a aussi des affrontements face à des êtres humains ou des mages ou des elfes, c'est-à-dire des gens qui ne rentrent pas a priori dans la définition du monstre au sens de l'autre, au sens de la créature qui fait peur et qui dérange, mais qui sont des gens horribles, globalement des méchants, voilà. Et là, en revanche, Geralt va intervenir assez régulièrement, même s'il refuse à chaque fois de le faire dans un premier temps, mais il va souvent intervenir pour contribuer en fait à une forme de lutte générale du bien contre le mal, sachant que le plus souvent en fait quand Geralt intervient dans les romans, en tout cas, ça va être pour protéger, celles qu'il aime.
généralement, et en particulier pour protéger Ciri, puisque une grande partie de l'intrigue du sorceleur ne repose pas en fait sur Geralt, mais sur le personnage de Ciri, cette jeune princesse à la destinée exceptionnelle, et dont le destin en fait est lié à celui du sorceleur Geralt. Donc tous les romans, et il y a de fortes chances que la série suive ce parcours, toute cette intrigue est liée à la façon dont le destin de Geralt, le destin de Ciri et dans une moindre mesure le destin de Yennefer, comment tous ces parcours sont liés et comment les personnages doivent évoluer ensemble pour se protéger, pour se sauver et éventuellement pour accomplir ou empêcher l'accomplissement de certaines prophéties, parce qu'on est dans la fantaisie et que forcément on a quand même pas mal de prophéties qui entrent en jeu. Oui, alors justement, le personnage de Geralt est aussi beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, puisque vous parliez tout à l'heure du thème de la parentalité chez Yennefer. On découvre aussi chez lui ce thème-là important, surtout dans les derniers épisodes de la première saison. Tout à fait. En fait, les derniers épisodes, en fait, où on a notamment le personnage de Geralt qui est blessé et qui va, avoir des genres d'hallucinations, mais qui sont mêlées aux souvenirs de sa petite enfance, vont lui permettre de voir sa mère et de dialoguer avec sa mère, donc ce qui permet d'expliquer un peu au spectateur d'où vient le personnage de Geralt, de comprendre qu'il a été abandonné par sa mère alors qu'il était enfant. Il va d'ailleurs lui faire toute une série de reproches parce que devenir un sorceleur, ça a l'air bien joli sur le papier. On est une génération qui a grandi avec les X-Men, etc. Donc être mutant, c'est presque cool. Sauf que là, on a bien l'idée que pour devenir un sorceleur, il faut subir un entraînement et avaler tout un tas de potions extrêmement dangereuses. Et je crois qu'il explique que seuls 3 garçons sur 10 survivent à ce traitement. Donc on peut comprendre que Geralt en veuille à sa mère de lui avoir fait subir tout ça, en plus de l'abandon, qui est déjà un traumatisme en soi, le fait d'avoir donné son fils pour être élevé en tant que sorceleur est une trahison supplémentaire vécue par le personnage. Donc ça explique aussi en fait une grande partie de sa psychologie, ce personnage, parce que on a l'idée que il a été abandonné. D'accord, et que par la suite, il devient sorceleur, qui est une fonction utile à la société, il est engagé régulièrement, etc. Mais un des grands thèmes tout au long de l'œuvre, c'est que les sorceleurs sont détestés par tout le monde. Parce que, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que ce sont des mutants, parce qu'ils sont différents, parce que voilà, le thème de la peur de l'autre et revient très, très fréquemment aussi. Mais ce qui fait que très souvent, Geralt va être engagé pour tuer une créature parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, et qu'à partir du moment où la créature ou le péril est vaincu, Geralt va se faire jeter par tout le monde, tout simplement. Il se fait insulter, on lui refuse fréquemment d'être payé, on lui jette parfois des pierres, comme c'est représenté d'ailleurs dans la série. On lui dit ta récompense sera stoning, sera le fait d'être de prendre des pierres jetées par le peuple. Donc on a un personnage qui va être détesté et rejeté de partout. Très fréquemment, on a des personnages, que ce soit issus du peuple ou issus de la noblesse, qui vont se montrer extrêmement ingrats envers Geralt et envers toute la guilde des sorceleurs, ce qui fait que entre l'abandon quand le personnage est enfant et toute ce rejet en fait social, on peut comprendre que le personnage n'ait pas spécialement envie de nouer des liens, n'ait pas la possibilité de nouer des liens aussi, et que il soit par défaut une figure solitaire. Donc voilà, on va avoir ce personnage, c'est pareil, qui peut paraître très cliché du héros presque d'heroic fantasy, extrêmement musclé, qui erre seul sur les routes avec son cheval quand même, parce que ça c'est important, mais qui erre seul sur les routes dans un monde dévasté, etc. On serait presque dans l'histoire de Conan le Barbare, sur ce type de représentation. Mais on a ici tout l'arrière-plan qui explique en fait cette façon qu'a le personnage de rester en retrait, aussi pour se protéger. Il est beaucoup plus fragile qu'il en a l'air, le petit Geralt. Et voilà, donc on a tout le contexte, toute la difficulté en fait de vivre sur ce continent où certes la magie existe, mais où la magie a de terribles conséquences
physique, psychologique, politique, etc. Donc on a tous ces éléments en fait qui se mêlent pour nuancer le personnage de grosse brute globalement qui se balade avec deux épées et à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à lui, il leur met des coups de poing. Globalement, c'est ce qui se passe avec le personnage de Jasquier, qui est le barde qui l'accompagne et qui lui dit, globalement, il le rencontre dans une taverne et il lui dit en gros, tu sens l'aventure, enfin, il ne dit pas que ça d'ailleurs, mais tu sens l'oignon et l'aventure, je vais t'accompagner, ça me fera des super sujets pour mes balades. Réflexe de Geralt, il lui met un coup de poing dans le ventre. Voilà. Mais c'est une représentation apparemment cliché de la brute qui petit à petit est, alors je vais pas dire justifiée, mais en tout cas nuancée par tout cet arrière-plan personnel du personnage avec l'abandon de sa mère et avec tout le contexte social. Donc, ce thème de la parentalité qu'on évoquait à travers Yennefer revient aussi indirectement à travers le personnage de Geralt, puisque ça justifie sa situation, ça explique sa situation actuelle. Et c'est un thème qui va revenir tout au long de son parcours, en fait, puisque à partir du moment où, à la fin de la première saison, il rencontre véritablement le personnage de Ciri, cette jeune princesse, les deux personnages vont être liés pour toujours. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec une situation où Geralt devient en fait le père adoptif de Ciri, avec tout ce que ça implique de sentiment paternel, avec tout ce que ça implique de protection de la part du personnage, et aussi avec tout ce que ça implique de difficultés et de danger pour eux deux d'ailleurs. Donc c'est un thème qui revient très souvent, la quête de la parentalité. Est-ce que on peut être parent? Est-ce qu'être parent, c'est simplement donner naissance à quelqu'un, puisque la mère de Geralt lui donne naissance mais l'abandonne très rapidement? À l'inverse, Geralt n'est pas le père de Ciri, hein, loin de là, mais il va se comporter avec elle comme un père bien plus que le véritable père de Ciri, qui a un rôle très complexe d'ailleurs vis-à-vis de cet enfant. Alors, par rapport à ce qu'on avait vu sur Game of Thrones, j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette série-là, dans cette thématique. C'est l'idée, la représentation des faits historiques de ce Moyen-Âge. On penserait que l'action est au Moyen-Âge, notamment par les représentations de la chevalerie, mais aussi par les représentations de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces thématiques-là dans The Witcher ? Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là. Alors bien sûr, on n'est pas sur une série historique au sens où ça ne représente pas quelque chose qui s'est passé véritablement. On évoquait les Tudors tout à l'heure. Les Tudors, même si c'est une série extrêmement romancée et avec force personnage dévêtu aussi, hein, d'ailleurs, on est sur malgré tout une représentation, une adaptation d'une histoire réelle, de l'histoire de la royauté britannique, etc. Ici, bien entendu, on est sur un territoire qui n'existe pas, le continent, avec des personnages qui n'existent pas, et donc on n'est absolument pas sur une série historique. En revanche, on est sur ce qu'on appellerait en anglais une série en costume, c'est-à-dire qu'on se situe à une époque qui, visiblement, n'est pas la nôtre, au sens où les personnages ne s'habillent pas comme nous, n'ont pas les mêmes types de relations sociales aussi. On est dans un monde qu'on va très facilement associer au Moyen-Âge parce que on a des structures politiques qui nous font penser au Moyen-Âge, parce qu'on a des rois, parce qu'on a des ducs, on a des genres de pirates des mers qui en fait s'apparentent clairement à des vikings à peine dissimulés d'ailleurs. Pardon. Donc on a on a ce contexte social qui rappelle des structures médiévales. On a également des personnages qui vont être des chevaliers. Alors, on a un chevalier qui est représenté, enfin on en a plusieurs, mais on a notamment un chevalier qui est représenté, alors ça doit être dans l'épisode 6 logiquement, qui se base sur une structure de fantasy assez traditionnelle de chasse au dragon. Donc on a plusieurs personnages qui vont se mettre en quête ensemble pour aller chasser un dragon, et parmi ces personnages, on a le héros, le chevalier typique, globalement dont tout le monde se moque dans la série, parce que il représente déjà un temps ancien, mais surtout il représente un temps
extrêmement prétentieux et pas du tout adapté à la situation. Donc, il passe son temps à vouloir vanter des nobles qualités, etc., sans avoir conscience de ce qui se passe véritablement autour de lui. Alors que Geralt, par exemple, va refuser de tuer une créature qui apparaît face à eux en expliquant que c'est une créature inoffensive et que simplement elle est affamée, qu'il suffirait de lui donner un petit peu à manger, elle irait beaucoup mieux, voilà. Donc on a le personnage de Geralt qui va être tolérant, compréhensif, qui va se montrer humain. Et à l'inverse, on a le personnage du chevalier qui va devenir un archétype en partant du principe que c'est une créature, donc il faut la tuer. Et même si on pouvait en plus la décapiter et manger sa chair, ça serait encore mieux. Donc, on a le personnage qui va être ridicule dans sa façon d'appliquer des valeurs déplacées, encore plus quand il veut respecter comment on pourrait dire, la pureté, la chasteté de Yennefer, ce qui fait rire tout le monde, puisque on sait pertinemment depuis quelques années en fait que Yennefer, voilà, est une séductrice qui se plaît à séduire à peu près tout le monde, donc respecter sa chasteté n'a pas vraiment de sens dans ce contexte. Donc on est sur un personnage de chevalier qui est déplacé dans ce contexte. Il n'est pas adapté aux valeurs, à la réalité entre guillemets de ce continent qui s'appuie davantage sur des valeurs de corruption, de pouvoir de la magie, etc. Donc on a une image de chevalier archétypale qui incarne de nombreuses valeurs très nobles, mais qui est déplacée. Et à l'inverse, on a le personnage de Geralt que tout le monde rejette, qui, alors à ce moment-là de l'intrigue, n'a pas le titre de chevalier. Dans la saga littéraire, il finit par accéder plus ou moins au titre de chevalier, mais c'est un peu compliqué. Il n'est pas un chevalier à proprement parler, il n'a pas d'armure rutilante, il n'a pas tous ces codes en fait de la représentation. Il ne va pas se battre pour une série de valeurs, mais à l'inverse, c'est celui qui va faire preuve d'un comportement plus chevaleresque, qui va lui être adapté aux circonstances. C'est lui qui fait preuve de pitié et d'humanité en acceptant de sauver, d'épargner certains personnages. La toute première séquence en fait de la série le montre non seulement affronter une immense créature dans un marécage, mais par la suite il va achever alors je crois que c'est un faon qui passait par là, qui était tout mignon, mais qui a été gravement blessé par le monstre. Donc Geralt se sent obligé de l'achever, mais pour abréger ses souffrances. Donc on a une image du personnage qui va être certes un tueur, qui va certes affronter des monstres, mais qui va lui savoir faire preuve de valeur humaine, ce qui n'est pas du tout le cas des autres personnages typiques de chevaliers. C'est-à-dire que la série va chercher à jouer sur une représentation pseudo-historique avec des structures féodales, etc., qu'on associe au Moyen-Âge, et qui va s'appuyer aussi sur des codes littéraires en montrant à quel point ces personnages de chevaliers typiques qui se battent, il y en a un qui passe son temps à répéter for kingdom and glory, pour le royaume et pour la gloire, de façon tonitruante et extrêmement ridicule. On a ces personnages-là qui sont en fait des archétypes tirés de la littérature médiévale, où ils vont se battre pour une série de valeurs qui désormais dans le monde de Sapkowski, dans le monde du sorceleur, sont des valeurs déplacées qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est exactement ce qu'on avait aussi en fait dans Game of Thrones, où on avait tous les personnages qui incarnent un ordre ancien, un ordre d'anciennes valeurs chevaleresques, de noblesse, et de noblesse, d'honneur, etc., comme le personnage de Ned Stark. Tous ces personnages qui incarnent un ancien temps vont petit à petit être évincés, généralement dans d'atroces souffrances, parce que c'est Game of Thrones, pour faire place à un monde, alors je vais pas dire plus réaliste, parce que c'est pas le cas, mais un monde, on va dire, plus en harmonie avec des valeurs plus contemporaines, des valeurs plus proches de nous, en tout cas dans le temps, si c'est pas dans nos valeurs personnelles, mais on va avoir une représentation dans Game of Thrones, ça va être des personnages qui vont beaucoup plus utiliser la manipulation, la politique, plutôt que l'honneur chevaleresque tel qu'on pouvait l'avoir dans la littérature du XIIe siècle, par exemple. Donc on a ici une même façon de représenter la chevalerie
pour montrer que certes, elle est toujours bien ancrée dans ce monde, mais que elle est en train de disparaître parce qu'elle se rend elle-même ridicule et dépassée en s'attachant à des valeurs qui n'ont plus cours, en fait, dans cette situation actuelle du continent. Et qu'en est-il de la représentation de la guerre? On la devine à travers des moments qui sont connexes, comme on voit des attaques rapides, des choses comme ça. Et puis on a la dernière attaque du dernier épisode de la première saison, là où on est sur un genre de bataille très fantasy avec des soldats qui attaquent et qui ont face à eux des sorciers et des sorcières qui leur jettent des sorts, qui de chaque côté essaient de faire pencher la balance. Voilà, donc dans cette première saison, on a en fait 2 grandes batailles. On a plein de combats individuels, que ce soit des rixes de taverne ou des duels entre les personnages, mais on a 2 vraies grandes batailles comme on les aime en fantasy. On a cette fameuse dernière bataille dans le dernier épisode, qui est la bataille donc du mont Sodden, donc de Sodden Hill, où les mages essayent de lutter contre l'empire de Nilfgaard et contre cette avancée de Nilfgaard qui petit à petit, en fait, c'est un empire qui va chercher à tout dévorer et à tout détruire sur son passage, en cherchant à conquérir tous les royaumes alentours. Donc, on a cette dernière bataille qui est extrêmement importante dans le monde des mages. En fait, aussi dans les romans, c'est une bataille qui est évoquée très fréquemment, notamment parce qu'on a beaucoup de morts. Alors, je vais pas dire une bêtise, mais je crois qu'on a 14 mages qui meurent à ce moment-là, dont des personnages très importants d'ailleurs dans l'intrigue. Mais je ne dévoile pas puisque je pense qu'il y a des choses qui seront dans la prochaine saison. Donc on a cette bataille de Sodden Hill qui est une bataille de fantasy assez typique puisque ça va être principalement des combats magiques. Certes, on a aussi des archers, on a aussi des engins de guerre, etc. Mais c'est principalement la magie qui va être utilisée, soit de façon individuelle, soit à travers, on a des personnages du côté de Nilfgaard, c'est-à-dire du côté en gros des méchants, qui vont envoyer des genres de boules de feu sur le château, la forteresse qui est utilisée comme moyen de défense. On a des personnages qui vont essayer de tout faire pour défendre les lieux en utilisant la nature, en utilisant un brouillard, des choses comme ça. Donc on a tous ces effets visuels. C'est pas anodin que ça a été gardé pour le dernier épisode de la saison parce que c'est un petit peu le feu d'artifice en fait au niveau des effets visuels. On a d'ailleurs notamment le personnage de Yennefer qui, je veux dire, explose à ce moment-là et qui libère véritablement son pouvoir. Dans la saga, on nous dit que Yennefer c'est le mage le plus puissant qui ait jamais existé, et c'est à partir de ce moment-là où en fait son pouvoir se révèle véritablement parce que elle est dans une situation extrêmement critique. Donc on a cette représentation de fantasy. Et on a aussi une autre grande bataille qui est en fait le siège, enfin, en tout cas la chute de Cintra, qui est en fait un petit peu l'événement phare dans le parcours de Ciri et dans l'organisation d'une grande partie de la saga et d'une grande partie du continent. L'empire de Nilfgaard va petit à petit conquérir des petits royaumes aux alentours, etc. Mais à partir du moment où le royaume de Cintra tombe, il y a beaucoup de choses qui se précipitent parce que Cintra était considéré comme un royaume extrêmement fort, tenu par une reine guerrière, Calante, qui est surnommée la lionne de Cintra. Donc on a ce personnage non seulement charismatique mais très habile au combat, qui essaye d'être une habile politicienne et qui généralement se débrouille d'ailleurs pas trop mal. Et ce siège, en fait, cette chute de Cintra, plus qu'un siège véritablement, est tellement importante dans l'histoire que dans la série, elle revient. La chute de Cintra revient à plusieurs moments. En fait, on va avoir cet épisode du point de vue de Ciri, notamment dans le premier épisode où la ville est mise à sac et où elle est contrainte de fuir pour essayer de se sauver. Et on va avoir aussi la même scène mais du point de vue de Geralt. Alors c'est dans l'épisode 7
qui nous permet de voir aussi toute cette fragmentation un petit peu de la narration. On a la même scène, le même épisode, mais qui est perçu de points de vue différents selon si on suit Ciri ou si on suit Geralt. Et ce qui nous permet petit à petit de comprendre en fait comment la ville est tombée, comment tout le royaume est tombé, et surtout ce que ça implique pour l'organisation politique et pour le parcours des personnages. Donc là, on est sur une représentation d'une ville mise à sac face à un ennemi qui est si terrible que les habitants de Cintra, pour certains, préfèrent se suicider plutôt que d'être faits prisonniers et plutôt que d'être torturés par Nilfgaard. D'autant plus que Nilfgaard, voilà, ils sont représentés. Bon, alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur leurs armures dans la série, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, ils sont représentés avec des armures très noires. Ils sont influencés par une religion qui utilise la magie noire. Enfin, voilà, on est sur presque le cliché de la représentation de l'ennemi face à la glorieuse ou glorieux royaume de Cintra défendu vaillamment par la lionne de Cintra, etc. Donc on a une opposition là presque de l'ordre de la high fantasy, où on a l'opposition du bien contre le mal. Petit à petit, avec les différents points de vue dans la série et je pense par la suite, parce que c'est un événement qui est évoqué en fait à plusieurs reprises, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que cette simple opposition du bien contre le mal. Mais on a une représentation de cette grande bataille très importante dans l'intrigue. Mais ce qui est aussi essentiel, c'est de voir non seulement ces grandes batailles, mais aussi tout ce que la guerre provoque, j'ai envie de dire, à l'arrière-plan. Ça, la série le montre un petit peu, enfin, le montre quand même pas mal. C'est aussi beaucoup repris dans les jeux vidéo et c'est aussi très prégnant dans les romans de Sapkowski. C'est tout ce que la guerre a comme conséquence sur, alors pas seulement sur les rois, les reines, les héritiers et tous ces personnages de premier plan d'un point de vue politique, mais aussi sur le reste du monde, sur le reste du peuple notamment. Ce que ça implique comme situation, comme crise sociale. On a des représentations à travers le personnage de Ciri qui est obligée de fuir. Elle se retrouve seule dans les bois, elle est aidée par tout un camp de réfugiés en fait. Donc on voit un petit peu à travers son parcours, même s'il est très bref, on voit ce que la guerre implique. La guerre n'a pas que des conséquences sur justement l'honneur, le patriotisme, etc. On voit des personnages qui ont été expulsés de leur cité de Cintra, de leur royaume, et qui, loin de défendre des valeurs patriotiques et de vouloir voilà, défendre ce qu'il reste de leur pays, vont se retourner contre la reine qui, selon eux, les a trahis, la reine qui n'a pas réussi à les protéger, etc. Donc on a des dissidences au sein d'un même pays. On a une représentation aussi de Nilfgaard qui parvient non seulement à conquérir d'autres pays, mais qui parvient aussi à donner au peuple parfois ce que le peuple souhaite, ce dont le peuple a besoin. C'est ce qu'on va voir à travers le personnage de Istred. Istred, c'est un mage qui est en fait le premier amour de Yennefer. Ils suivent leur parcours en parallèle, et lui il va petit à petit aussi faire son propre chemin. Il va notamment mener des fouilles dans tout un territoire, et il va montrer un petit peu cet envers de la situation. Nilfgaard n'est pas forcément l'ennemi que l'on représente, on a beaucoup plus de nuances derrière, et ce terrible ennemi conquérant amène aussi de bonnes choses finalement pour le peuple, un peuple qui n'a pas forcément à manger, qui n'a pas de bonnes conditions de vie. Donc on a une représentation qui se fait petit à petit à travers le regard des personnages, mais une représentation qui est pleine de nuances et qui amène plein d'ambiguïté. Ce qui fait qu'on n'est pas justement sur cette représentation manichéenne du terrible Nilfgaard qui a détruit tout sur son passage. Certes, on a ce point de vue notamment à travers le personnage de Ciri parce qu'elle est victime de tout ça, mais petit à petit, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé encore dans les romans et qui, je pense, reviendra par la suite dans la série, c'est que on voit que la guerre est beaucoup plus complexe qu'une simple opposition du bien contre le mal, que certes il y a des gentils et des méchants, mais peut-être qu'il y a des gentils et des méchants des deux côtés,
deux côtés de la ligne de combat, j'ai envie de dire, et que de toute façon, qui que ce soit qui ait, je veux dire, raison ou tort dans le combat contre Nilfgaard, entre Nilfgaard et les Royaumes du Nord, ce qu'on voit à chaque fois, ce sont les conséquences de cette guerre. On voit les camps de réfugiés, on voit les gens qui se battent pour de la nourriture, on voit les tensions qui augmentent, qui sont déjà présentes dans la société, mais qui augmentent encore plus en période de guerre et en période de privation, parce que voilà, justement, tout le monde est à cran, qu'on n'a plus suffisamment de ressources. On a des tensions qui sont déjà présentes entre les êtres humains et les elfes qui apparaissent. On a des tensions entre les êtres humains et les mutants, entre les êtres humains et les mages aussi par moment, même si les mages sont, j'allais dire, ils sont respectés, ils font surtout peur en fait, mais voilà, donc on a cette relation aussi très ambivalente, ce qui fait que petit à petit, alors au fil des épisodes, et je pense au fil des prochains épisodes dans une deuxième saison, on a cette représentation de la guerre, mais pas de la guerre telle qu'on peut la voir dans, voilà, au cinéma, à la télévision. On n'est pas tant sur une représentation frontale de la guerre qui va nous montrer des batailles. Certes, on a des batailles, certes, on a des duels, etc. Mais on a aussi tout cet arrière-plan, toutes ces conséquences, les personnages qui deviennent orphelins, les personnages qui sont obligés de voler pour certains, hein, c'est le cas de Ciri. On a des situations qui sont en partie passées sous silence, mais qui sont en fait sous-jacentes aussi dans la série. Quand on pense au personnage de Renfri, qui apparaît dans le tout premier épisode, qui était une princesse qui a subi un certain nombre de mutations et qui a dû essayer de survivre par elle-même. On sait dans les romans que son parcours a été extrêmement difficile, sachant que le personnage de Renfri, hein, c'est une réécriture du personnage de Blanche-Neige. C'est pas du tout clair dans la série, je pense en tout cas, mais c'est bien montré dans les romans. Hein. C'est une princesse globalement qu'on a voulu tuer. On a le même principe d'assassins qui sont envoyés pour la tuer. Elle finit par s'en sortir tant bien que mal en tuant au passage et en faisant d'autres choses jusqu'au moment où globalement elle va aller vivre avec 7 nains. Voilà, qui sont représentés hein, dans la série, c'est les fameux 7 guerriers que Geralt tue dans la ville de Blaviken, ce qui lui donne ce surnom de boucher de Blaviken, qui le suit à un bon moment. Mais donc voilà, on a une façon de la part de Sapkowski de s'emparer de contes, s'emparer d'éléments de littérature médiévale notamment, et de les réécrire de façon très sombre, parce que il les réécrit dans un contexte où les tensions et où les guerres sont quasiment permanentes, ce qui fait que ça a une incidence sur le développement des personnages, sur les relations sociales, sur le développement psychologique des personnages, etc. Donc c'est aussi pour ça hein, qu'on est dans de la dark fantasy, parce que la guerre n'a jamais entièrement disparu. Même quand la guerre n'est pas représentée, elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur la politique, bien entendu, mais aussi sur les vies humaines. Voilà, on a des situations de parents qui abandonnent leurs enfants, de parents qui vendent leurs enfants. Hein, c'est ce qui arrive à Yennefer, qui se fait vendre par son père pour 4 marques. Ce qui est voilà, la monnaie du continent, sachant qu'un cochon est vendu 10. Hein, voilà, ça situe un petit peu l'attachement que pouvait avoir ce père pour le personnage de Yennefer. Donc, un des éléments très intéressants dans la saga du sorceleur, qui est abordé un petit peu dans la série, mais qui j'espère continuera à être développé par la suite, c'est cette représentation de la guerre, pas pour ces grandes batailles épiques, pas pour ces héros glorieux et pour ces combats impressionnants, mais pour justement toute sa violence et pour toutes ses conséquences, j'ai envie de dire annexes entre guillemets, mais qui sont les conséquences en fait les plus durables sur l'évolution du pays, l'évolution des mentalités, sur le développement de chacun, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà un petit peu transversal, mais qui est en fait présent dans tous les épisodes
de la série pour le moment. Alors, pour terminer sur ce côté un petit peu médiévaliste, j'allais dire, j'aurais aimé qu'on revienne sur un personnage qui apparaît comme secondaire, mais qui n'est pas tant que ça, c'est celui de Jasquier. Vous l'avez dit, c'est un barde, alors on pourrait même l'assimiler peut-être à un troubadour pour le côté séducteur de ces dames. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de Jasquier? Parce que on le voit petit à petit gagner de l'importance, et notamment, c'est celui qui va, et c'est là qu'on comprend qu'il y a une certaine durée aussi, être à l'origine de la création puis de la diffusion de la légende de Gérald. C'est ça, moi c'est un personnage qui j'ai envie de dire, me plaît beaucoup dans sa représentation dans les textes, et je trouve qu'il a été pas mal adapté avec des choix assez différents, mais des choix très intéressants dans la série. Alors le personnage de Jasquier apparaît dans le 2e épisode, où il va rencontrer justement Geralt dans une taverne avant de s'associer à lui pour en fait trouver des sujets de balade, parce que jusqu'ici faut voir ce que Jasquier chante comme sujet, c'est toujours un petit peu particulier. Alors si vous avez suivi les jeux vidéo ou alors certaines traductions en fait du texte, le personnage de Jasquier, c'est le personnage de Dandelion. Il a été traduit, en fait, le nom a été traduit différemment selon les versions, mais donc c'est bien le même personnage, ce fameux barde qui est une forme de troubadour aussi. En fait, c'est un personnage qui va vivre de son art, c'est-à-dire qu'il écrit des chansons, il écrit ou des poèmes qu'il va ensuite diffuser, qu'il va interpréter et chanter. Au début, c'est un petit écrivaillon peu respecté, on lui balance aussi de la nourriture dans une taverne pour qu'il se taise, parce que sa chanson est absolument horrible et parle d'avortement, si je me souviens bien, ce que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre quand ils viennent boire à la taverne. Et il va s'associer à Geralt parce que justement il voit dans Geralt tout un potentiel héroïque, tout ce qui peut lui faire le sujet justement de chansons qui vont faire sa renommée. Et Jasquier va être utile à Geralt parce que justement il va être celui qui va changer complètement son image auprès du public, auprès du grand public, auprès du peuple. Ça, c'est quelque chose qui est dans les romans et qui est bien repris, je trouve, même si de façon un peu synthétique dans la série. C'est que on a le personnage de Geralt qui est donc un sorceleur, un mutant, qui est rejeté globalement par tout le monde, même si la société a besoin finalement de ses services pour mettre un terme à certaines invasions de monstres, on va dire globalement. Mais c'est un personnage qui est donc détesté et rejeté. Dès le premier épisode ici, on voit que Geralt, de façon totalement involontaire, obtient ce surnom de boucher de Blaviken, Butcher of Blaviken en version originale, parce qu'il a massacré en fait les fameux 7 nains, les fameux 7 compagnons de Renfri dans la rue. Toutes les circonstances qui font que le personnage n'avait pas véritablement le choix, en fait, ça c'est une question de point de vue, mais toutes les circonstances sont complètement effacées, et les personnages que Geralt a cherché à aider sont ceux qui vont se montrer les plus ingrats et qui vont lui demander de partir et qui vont ternir encore plus sa réputation. D'ailleurs, au moment où Geralt et Jasquier se rencontrent, je disais que Geralt met un coup de poing à Jasquier, il lui met un coup de poing dans le ventre. Il lui met un coup de poing dans le ventre à partir du moment où Jasquier l'appelle justement le boucher de Blaviken, parce que c'est un événement extrêmement douloureux pour Geralt, et il est associé à cette situation de crime absolument horrible, alors qu'il n'est pas responsable. Donc Jasquier va lui réussir par ses œuvres à modifier cette représentation. C'est-à-dire qu'il va montrer que le sorceleur n'est pas seulement un tueur sans état d'âme et un boucher, mais qu'il joue un rôle essentiel dans la société, un rôle utile, et qu'en plus, il se comporte comme un héros. Parce que l'intérêt de Jasquier, c'est que justement, c'est un auteur, c'est un artiste, donc il va prendre des faits réels. Le deuxième épisode, c'est justement la rencontre de Geralt avec le roi des elfes, ce qui reste du roi des elfes globalement, et une espèce de créature qui ressemble à un diable avec 2 cornes.
L'affrontement est finalement très sobre, il se passe peu de choses globalement, à part le fait que les elfes cassent le luth de Jaskier. Mais Jaskier lui va réécrire toute l'histoire pour en faire une situation héroïque. Forcément, il en fait une œuvre littéraire qui va être par la suite diffusée. Et c'est cette fameuse chanson qui reste dans la tête de tout le monde, hein, qui est voilà, donc pareil, que je ne chanterai pas, mais c'est pour le bien de l'humanité. Allez écouter cette chanson, hein, c'est Toss a coin to your witcher, donc jeter une pièce à votre sorceleur, ce qui incite aussi les gens justement à payer les services des sorceleurs, puisque beaucoup avaient tendance à rejeter le personnage à partir du moment où son travail était fait, sous prétexte que justement c'est un mutant et qu'il n'a rien à faire là. Donc par ces chansons, Jaskier va rendre Geralt populaire, va en faire un héros et va donc inciter les gens à le payer, à améliorer sa condition financière, et Jaskier améliore la sienne aussi, bien entendu, par la même occasion. Et d'ailleurs, on a une évolution très intéressante quand on regarde les épisodes en se concentrant sur le parcours de Geralt, justement. On voit que dans les premiers épisodes, il a un équipement complètement abîmé, rapiécé de partout. On lui fait une remarque d'ailleurs dans le premier épisode en disant si vous vendez ça, vous aurez de quoi vous racheter une partie d'armure en tout cas. Et à partir du moment où Jaskier va développer cette fameuse chanson, hein, Toss a coin to your witcher, et va contribuer à faire de Geralt un héros, l'équipement de Geralt petit à petit alors s'améliore, s'amplifie, etc. Là, on reprend un peu une logique proche du jeu vidéo, hein, où vous partez avec un équipement très rudimentaire et où petit à petit vous accumulez des meilleures armes, des meilleures protections, etc. Parce que vous gagnez en expérience, vous gagnez en argent. Donc là, c'est un peu le même principe qui est représenté à travers l'intervention de Jaskier, puisqu'il va être celui qui va créer la légende de Geralt, la légende du loup blanc, et qui va lui permettre d'avoir une renommée un peu partout. Il devient le sorceleur le plus célèbre de tout le continent. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas plus doué que les autres, hein, fort probablement, mais c'est aussi, et surtout, parce qu'on a ce personnage de Jaskier qui va jouer un rôle de poète de cour, en fait, hein, si on veut, qui va chanter les louanges de la personne qui lui apporte sa protection. Alors, on n'est pas sur une protection économique directe ici, puisque ce n'est pas Geralt qui paye Jaskier. À la limite, je pense que parfois, il aura envie de le payer pour qu'il parte. Mais on a une protection financière indirecte, puisque Jaskier obtient du succès en faisant des histoires sur Geralt. Hein, c'est la raison pour laquelle il continue de le suivre régulièrement pour trouver des idées de nouvelles chansons, et une protection, j'ai envie de dire, physique, très littérale, puisque dans le 4e épisode, on a Jaskier qui demande, alors dans une scène de bain, justement, on a le personnage de Jaskier qui demande à Geralt de venir lui servir de garde du corps, hein, tout simplement, lors d'une soirée, parce que Jaskier a la fâcheuse tendance à coucher avec à peu près tout ce qui bouge, ce qui fait qu'il se crée beaucoup d'inimitié, en fait, hein, de la part de Marie trompée, de Marie jaloux. C'est quelque chose qui est très fréquent dans les romans, qui est repris dans les jeux et qui transparaît un petit peu ici. Sachant que la série a un petit peu joué, hein, sur l'ambivalence sexuelle aussi de Jaskier, donc ce qui est, je pense, aussi très intéressant sur ce personnage. Mais voilà, on a le personnage où on nous dit que c'est un grand séducteur. On le voit, alors c'est peu mis en avant, on nous dit que c'est un séducteur parce que justement, voilà, on sait qu'il doit engager Geralt comme garde du corps. Si on regarde bien dans l'épisode 4, pendant qu'il se passe toute une aventure magique et politique au milieu avec Pavetta, qui est la fille de la reine Calante, si on regarde bien à l'arrière-plan, on voit le personnage de Jaskier qui petit à petit se rapproche d'une dame de la cour qui est là, et qui va petit à petit la réconforter, etc. Donc c'est pas du tout commenté, c'est jamais mis en avant, mais si on fait attention au personnage, on voit que même dans une situation de crise magique et de crise politique, il ne perd pas le nord, et que il va probablement en profiter pour faire une conquête supplémentaire. Voilà, donc c'est pour l'instant un petit peu sous-jacent, hein, dans la série. Ça peut faire partie aussi du développement du personnage. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont réussi à faire de ce personnage de Jaskier, au-delà de sa seule facette
de séducteur. Ils en ont fait vraiment un barde avec une fonction politique, une fonction sociale vis-à-vis du personnage de Geralt. Et ils arrivent aussi à en faire un beau personnage d'ami, j'ai envie de dire, puisqu'il est celui qui va toujours croire en Geralt, qui va toujours l'accompagner et tout ça. C'est un petit peu le Sam. Alors le Sam de Frodo chez Tolkien, le Sam de Jon Snow dans Game of Thrones, choisissez votre Sam. Mais voilà, c'est un petit peu ce personnage-là aussi, qui marche beaucoup mieux avec les dames, voilà, mais qui est un personnage aussi avec pas mal de facettes, pour l'instant sous-jacentes. J'espère qu'ils pourront le développer pour la suite. En tout cas, pour l'instant, ils ont axé sur voilà ce rôle de Jaskier dans la construction de la réputation, j'ai envie de dire de la légende de Geralt. C'est plutôt pas mal fait, même si justement la chanson reste énormément en tête. Oui, on aura compris, Justine, une série qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, en tout cas, et on attend avec impatience la suite, ne serait-ce que quand on connaît les jeux vidéo ou les romans. Donc merci pour cette très très importante évocation de The Witcher. Je pense qu'elle aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de la série et peut-être donner des codes de lecture à ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être qu'ils l'ont mal compris, qu'ils ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout. En tout cas, c'est aussi le rôle qu'on s'est assigné avec Yoann Chanoir dans ce podcast Histoire en série, qui est l'idée de décrypter à l'aune des sciences sociales, on va dire, le fonctionnement des séries. Donc c'était l'épisode 9. On vous remercie, Justine, pour votre très brillante intervention, et puis on se retrouve bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.